Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 19 février 2024. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant géopolitique. J'ai fait cette vidéo, dis-je, dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ni aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la CAQ, un bilan, deuxième partie, ou encore le chaos de la grande misère. Le chaos de la grande misère. C'est ce que nous prépare la CAQ. Avec un budget fortement déficitaire, on vient de nous l'annoncer. D'abord, un préambule. La CAQ insiste beaucoup sur la notion de laïcité. Et elle a adopté une loi qui est contestée devant les tribunaux, la loi sur la laïcité. Je tiens à vous rappeler que cette loi sur la laïcité confirme la suprématie de l'État sur toute autre institution, nommément les institutions religieuses, qui sont pourtant, je fais référence au catholicisme, je fais référence à l'Église catholique, qui est pourtant au fondement de la société québécoise. Je rappelle que l'acte de Québec de 1774, adopté par le Parlement anglais sous le règne du roi Georges III, prévoyait que la population française du nouveau territoire conquis de l'Amérique pourrait conserver son code civil, sa langue française et sa foi catholique. Cette foi catholique qui est marquée dans le territoire québécois par de nombreuses églises et qui sont le témoignage de ce que nous avons été pendant des siècles. Cette suprématie de l'État par rapport à l'Église catholique, pourtant pendant des siècles, je le répète, a permis d'opérer un système de santé, un système d'éducation qui était relativement efficace. Maintenant, parmi les enjeux, cette suprématie de l'État permet, entre autres, au gouvernement d'adopter une loi qui va protéger le droit à l'avortement, ce qui est complètement incompatible avec la foi catholique, et d'élargir, de faire des démarches auprès du gouvernement fédéral afin d'élargir ce qu'on appelle les soins de fin de vie, mourir dans la dignité. Vous voyez le topo, en fait, il s'agit de l'ingénierie sociale, il s'agit de l'euthanasie, il s'agit en quelque sorte de l'eugénisme institutionnalisé par le gouvernement de la CAQ. Évidemment, tout ça nous met en froid par rapport à notre tradition, par rapport à ce que nous avons été. Mais que voulez-vous, c'est la marque, c'est l'empreinte digitale de la dictature Legault, la laïcité de l'État. Le modèle américain est très intéressant à cet égard, puisque c'est aussi un État laïque, mais qui est en synergie avec les institutions religieuses, puisque la foi a toujours été le fondement de la nation américaine, de la République américaine. D'ailleurs, de nombreux prêtres, dont John Carroll, le fondateur de l'Université de Georgetown, a activement participé à la rédaction de la Constitution et à son établissement par la création d'un réseau d'universités catholiques sur le territoire américain. Voici. Maintenant, revenons-en à l'essentiel de mon propos pour ce matin. Je vais aborder la question de le chaos de la grande misère, le gouvernement Legault, ce que le gouvernement Legault a mis en place. D'abord, le gouvernement à l'heure actuelle, le point numéro 1 qui est fondamental, c'est que nous vivons présentement une crise des banques alimentaires. N'est-ce pas? Il y a au-dessus de 10 000 sans-abri et les banques alimentaires ne suffisent plus. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fameuse crise du logement. Cette crise du logement qui est aggravée par le phénomène d'immigration massive auquel nous assistons présentement et qui est aggravée, encore une fois,
par l'arrivée de l'hiver qui impose des conditions absolument inhumaines aux nouveaux arrivants. Donc, on est confronté à une crise du logement pour les populations locales, nos concitoyens, et aussi qui est aggravée par les nouveaux arrivants et l'hiver. Troisième point important, la crise des migrants à proprement parler, c'est-à-dire que de nombreux migrants à l'heure actuelle vivent dans les hôtels et les hôtels facturent le gouvernement. Donc, c'est nous qui payons. Et là, à ce moment-là, il faut comprendre que ce niveau d'endettement que le gouvernement de la province essaie de régler avec le fédéral, eh bien, il ne reçoit pas, si vous voulez, les sommes qui étaient attendues. Donc, on est confronté à une crise constitutionnelle, en plus d'une crise humanitaire et financière pour le gouvernement. Quatrième point important, le troisième lien, évidemment, une promesse non tenue, mais qui a permis au gouvernement Legault de prendre le pouvoir avec seulement 20% de l'électorat des votants, dis-je, ce qui équivaut à peu près à 40% des personnes qui ont voté, puisqu'il y a 2 millions de Québécois qui ne se sont pas prévalus de leur droit de vote. Cinquième point, nos dirigeants se sont accordé une augmentation de revenus, émolument des députés, ministres, de 30%. Bon, c'est scandaleux en soi en raison du contexte économique actuel, mais c'est très parlant. Sixièmement, nous venons de sortir d'une grève dans le secteur de l'éducation qui a duré 1 mois, et ce sont nos enfants, nos petits-enfants, dis-je, qui vont en payer le prix. Septième point, on a accordé des millions aux Kings de Los Angeles. Quel est le justificatif de cette décision du pouvoir exécutif? Je n'en ai aucune idée, mais ça sent mauvais. Huitième point, recours collectif contre le gouvernement dans le dossier des CHSLD. Je pense que c'est important de rappeler que cette situation de la COVID-19 n'est pas complètement réglée, ça n'est pas complètement terminé, puisqu'un recours collectif vient d'être accordé. Neuvième point, le financement public, le fameux dossier des cocktails. Voilà. Maintenant, on sait que pour voir un ministre, il faut payer aller dans un cocktail. Même si le gouvernement Legault dit qu'il vient de terminer tout ça. On va voir pour la suite. Dixième point, un phénomène d'inflation généralisée, conséquence directe de la COVID. Inflation dans le prix des aliments, inflation dans les taux directeurs, l'augmentation du taux directeur des banques qui a pour effet d'augmenter les paiements hypothécaires lorsque les hypothèques vont être négociées au fur et à mesure, bien entendu, ce qui a un impact sur les loyers, augmentation importante des comptes de taxes au chapitre des municipalités, augmentation des assurances, augmentation du transport en commun. En somme, tous les prix augmentent et continuent d'augmenter. Il n'y a pas vraiment de stabilisation, peut-être un léger ralentissement. 11e point, évidemment, le déficit de l'État augmente de façon importante. Legault blâme les négociations. Il aurait pu agir auparavant, soit en passant une loi ou soit en informant la population des conséquences d'une négociation qui serait trop, en quelque sorte, favorable aux demandes syndicales. Mais ça n'a pas été fait. 12e point, Nordvolt. Ah, ça, c'est le dossier de M. Fitzgibbon. Il y a quelques remarques à faire. Premièrement, il y a toute l'histoire, tout ce qui tourne autour de la préservation de l'environnement, des milieux humides, etc. Mais j'aimerais aussi rappeler que si vous allez sur le registre des entreprises pour Nordvolt, vous faites simplement Nordvolt, c'est le registre des entreprises, vous allez découvrir les noms des administrateurs, mais leur adresse personnelle n'est pas publiable. C'est nouveau, ça. Moi, ça fait des années que je consulte le registre des entreprises
et l'adresse personnelle des administrateurs est toujours accessible. Ici, ça n'est pas accessible. Je me pose la question. Où ces gens-là habitent-ils? Il y a 3 administrateurs, les adresses sont non publiables. C'est mystérieux. C'est complètement mystérieux. Finalement, par rapport à ce bilan que je viens de faire en 12 points, la question qu'on peut se poser et que je me pose, en fait, est la suivante. Comment sommes-nous arrivés à ce désastre économique? Premièrement, au chapitre des causes, la première, je vous dirais, c'est ce qu'il faut regarder, c'est toute la question de la compétence de nos politiciens, du pouvoir, des personnes qui composent le pouvoir exécutif, premier ministre, ministre, etc. Et là, je donne 2 exemples frappants tant au fédéral qu'au provincial. 2 exemples extrêmement significatifs. D'abord, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre. Lorsqu'on regarde sa fiche Wikipédia, ce qu'on voit, finalement, c'est qu'elle n'a pas une formation académique qui la prédestine à occuper le poste de vice-première ministre. On ne voit pas son expérience personnelle non plus. Et la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, qui l'a installé là? Je comprends qu'elle a gagné l'élection dans son comté, mais pour la nommer vice-première ministre, là, il y a un cran de plus. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un député peut rester député s'il n'y a pas la formation, s'il n'y a pas l'expérience, il peut quand même être utile pour les gens de son comté. Pour être ministre, il faut une certaine expertise. Vice-premier ministre, quelle est son expertise? Même question pour Justin Trudeau. Aucune formation académique pertinente, aucune expérience professionnelle. Qui l'a installé là? Qui a décidé que lui, même s'il a été élu dans son comté, qui serait premier ministre? Donc, la vice-première ministre du Québec et Justin Trudeau, ce sont 2 cas intéressants qui nous amènent à nous interroger sur la façon de penser de certaines personnes dont on ne connaît pas l'identité et qui ont décidé que ces personnes occuperaient des fonctions extrêmement importantes de l'État. Et on voit le résultat aujourd'hui, c'est la catastrophe. Maintenant, qui est derrière? Qui est ce pouvoir secret qui fait en sorte que ces personnes occupent des positions aussi importantes? Évidemment, moi j'ai une théorie sur les oligarques que j'ai déjà partagée dans plusieurs vidéos, des personnes qui ne sont pas élues, des multimillionnaires, voire des milliardaires qui ont décidé de se mêler de tous les aspects législatifs, exécutifs et judiciaires, et dont on retrouve les empreintes digitales dans à peu près tous les dossiers. Maintenant, je n'irai pas plus loin, c'est ma théorie. Si vous avez des informations à partager, je vous invite à le faire. Mais c'est vraiment un mystère. Qu'est-ce que ces gens-là font là? N'importe quel chef d'entreprise, de PME, évalue d'abord la formation académique d'une personne, ensuite son expérience professionnelle, avant de l'engager, de lui donner un emploi. Il semblerait qu'en politique, il y a d'autres critères. Le côté marketing, belle apparence sexy, cute, je ne le sais pas. Je laisse ça à votre discrétion, mais c'est bizarre. Et on en paie le prix. On en paie le prix. Deuxième commentaire que je ferai sur les causes, eh bien, il faut remonter au 13 mars 2020 avec la COVID, le virus chinois, et la décision de nos dirigeants de nous imposer un vaccin fabriqué par une entreprise dont les dossiers devant les tribunaux sont extrêmement troublants, nombreux et troublants. Donc, qui a un profil judiciaire inquiétant. Je fais référence à la société Pfizer. Évidemment, il y a aussi tout l'aspect financier. Les actions de Pfizer au début de la pandémie et au cours de la pandémie ont connu une croissance extrêmement importante et significative, ce qui peut nous amener à nous interroger sur l'aspect, si vous voulez, délit d'initié, mais aussi sur l'aspect, si vous voulez, de l'honnêteté ou de l'intégrité de la décision gouvernementale, toute la question du due diligence, de la diligence raisonnable. Est-ce que nos gouvernements ont réellement voulu
et de bonne foi imposer un vaccin ou s'il n'y a pas autre chose. Quand on voit la croissance des actions de Pfizer, le fait que ce vaccin était un vaccin expérimental, qu'il n'y avait pas d'études sur les effets à moyen et à long terme, on a quand même poussé la population dans cette direction. Tout ça mériterait d'être enquêté, d'autant plus que des contrats absolument faramineux ont été signés avec cette société et d'autres sociétés. Mais là, pour l'instant, je me concentre sur Pfizer en raison de son, si vous voulez, pedigree judiciaire. C'est une société qui est souvent devant les tribunaux pour toutes sortes de raisons. Ensuite, tout le dossier du confinement. On a donné le confinement, ce qui a eu des effets absolument épouvantables au chapitre des pertes d'emploi, des faillites. Le Québec a le record en matière de faillite cette année pour 2023. Les pertes d'emploi sont aussi importantes. Et on peut voir dans ce confinement, dans ce ralentissement économique décidé, la cause première de l'inflation par un effet de dilution de la devise, puisque nos gouvernements ont imprimé beaucoup d'argent, ont créé des programmes et que la dilution de la devise provoque l'inflation et que l'inflation à son tour engendre une récession. Le gouvernement a créé d'autres programmes pour combattre la récession. Une fois endetté qu'il ne peut plus combattre la récession, ben là, on tombe en crise économique. C'est exactement ce que nous vivons présentement, puisque le gouvernement ne peut plus créer de programme pour supporter la population, étant donné qu'il est endetté jusqu'au bout. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Vous imprimez de l'argent, les gens ne travaillent pas, c'est la catastrophe. Ça, c'était facile là. N'importe qui pouvait... Enfin, n'importe qui a une formation de base, qui dispose de notions de base en sciences économiques, voyait le problème se poindre à l'horizon. Bon. À ça, ajoutons qu'on en a profité pour imposer le portefeuille numérique, le passeport sanitaire, ainsi de suite, toutes sortes d'autres mesures pour aller chercher de l'information sur la population. Et que, évidemment, pour ce faire, nos sociétés de télécom ont toutes adhéré à la 5G, ce qui a permis d'installer des capteurs. Et on sait fort bien que la 5G est en lien direct avec la Chine, par hasard, n'est-ce pas? Et que la Chine pratique l'espionnage à grande échelle. Ça a été documenté du côté américain, du côté canadien, on en est encore à des balbutiements, même si on a une commission d'enquête sur l'ingérence politique. Il n'y a absolument rien sur l'ingérence économique et sur l'espionnage au chapitre. Enfin, on va voir ce que la commission d'enquête va donner. Il devrait y avoir d'autres audiences au mois de mars. On verra. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a une infiltration massive de la Chine dans le monde des affaires pour faire suite à la 5G. Et ça, cette infiltration, je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, à savoir les amendements constitutionnels de 2003 qui ont été initiés par l'ancien président Hu Jintao, qui a permis en quelque sorte la propriété privée des moyens de production, que des investisseurs étrangers puissent investir en Chine et que finalement le rendement, la performance au travail devient une norme constitutionnelle. C'est ce qui fait qu'en Chine, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de ligne d'hôpital, il n'y a pas de négociation. Bon, et si vous parlez trop fort, eh bien, il y a les cas de rééducation et la peine de mort, ultimement. Bon. Ensuite, il y a la nouvelle religion des changements climatiques qui est venue remplacer la COVID et qui permet encore une fois de pousser l'agenda chinois, c'est-à-dire de ralentir de notre économie en imposant des taxes supplémentaires sous prétexte des changements climatiques. Et là, il faut comprendre qu'on est dans un autoritarisme fiscal qui est absolument sans précédent. Et rajouter à ça l'immigration massive, eh bien, la crise, elle est presque complète. Et pendant ce temps-là, la Chine, elle, n'adhère pas du tout à la théorie des changements climatiques et résiste complètement à l'immigration massive. Il n'y a personne qui veut immigrer en Chine.
Pourquoi? On s'en doute, là. C'est un régime extrêmement autoritaire et répressif, mais il n'y a pas d'immigration massive en Chine. Et le changement climatique, ben, c'est bon pour nous, mais c'est pas bon pour eux. Bon. Donc, on voit qu'il existe en quelque sorte une composante politique et sociétale très différente. Ça va aussi loin que d'interdire à leurs jeunes d'avoir des fréquentations avant l'âge de 18 ans. Ce qui veut dire qu'une jeune fille ne peut pas avoir un petit ami avant l'âge de 18 ans. Même chose pour le garçon. Donc, autrement dit, les fréquentations commencent à 18 ans. Et on a relevé la limite d'un enfant par famille. Maintenant, les familles en Chine peuvent avoir plus d'un enfant. Donc, il y a comme un agenda assez conservateur en sous-main derrière, si vous voulez, le paravent du progressisme chinois. Bon. La grande conclusion de tout ça, c'est qu'au Québec, on assiste à un effondrement de la classe moyenne. Un effondrement qui est devenu sensible et qui se voit de plus en plus et qui s'ajoute à la pauvreté, qui s'ajoute aux sans-abri, aux camps de fortune durant la période estivale. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de refuges qui sont créés, improvisés par le gouvernement. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Là-dessus, malgré mon message qui est assez pessimiste en ce début de semaine, je vous souhaite malgré tout une bonne journée. Je vous invite à souscrire à ma page Internet, à mes vidéos, à m'aimer, ne pas aimer, et surtout, je vous invite à commenter. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à la prochaine.